On peut entourer un homme de mur en béton armé de 6 mètres, le surveiller avec des tireurs d'élite, capteurs sismiques et scanners biométriques. Tout cela importe peu quand un prisonnier possède 1 milliard de dollars et une pelle. Nous bâtissons des prisons modernes censées être infaillibles. Pourtant, les criminels les plus dangereux prouvent régulièrement le contraire. Ils ne se limitent pas à crocheter une serrure. Ils repoussent aussi les limites physiques et psychologiques du bâtiment. Dans l'heure à venir, nous allons briser l'illusion de sécurité maximale. Nous allons évoquer des chefs de cartel ayant creusé sous leurs gardiens, et des hommes si violents et déséquilibrés que même d'autres meurtriers demandaient à rester loin d'eux. Et finalement, nous devons revenir au rocher d'Alcatraz, car nous devons comprendre ce qui se passe réellement lorsqu'un cerveau humain désespéré se heurte à un mur de béton inébranlable. Je m'appelle Josh, et voici The Infographics Show. Des hommes restent figés sur place, tenant des pioches et des pelles, prêts à agir dans un tunnel bien éclairé sous la campagne mexicaine. Ils peuvent entendre les vibrations d'un véhicule au-dessus d'eux, et, craignant de faire le moindre bruit qui pourrait les trahir, interrompent leur travail pendant que la patrouille de la prison passe au-dessus de leur tête. À 9 mètres sous la cour principale de la prison, il est peu probable d'être découvert. Mais après plusieurs mois de creusement secret, ils ne peuvent prendre aucun risque, surtout lorsqu'ils sont si proches de leur objectif. La cellule de prison du baron de la drogue le plus célèbre du Mexique, Joaquín El Chapo Guzmán. Pendant des mois, ils ont creusé à travers la roche solide avec rien d'autre que des pioches et des pelles, avançant aussi vite qu'ils le peuvent avec leur équipement limité, mais avec une grande prudence. Le travail serait bien plus rapide avec du matériel moderne comme des marteaux-piqueurs et des tunneliers. Non seulement cela ferait du bruit pouvant les trahir, mais attirerait aussi l'attention sur leur zone de préparation, à seulement un peu plus d'1,5 km du périmètre de la prison. Avant de commencer à creuser le tunnel, le puissant cartel de drogue d'El Chapo a acheté un petit terrain, aussi près de la prison que possible, et a commencé à construire 2 petites maisons pour dissimuler leurs véritables intentions. Les maisons n'ont jamais dépassé une simple coque extérieure en briques, car bien sûr, elles n'allaient pas être habitées. À la place, elles servirent de couverture nécessaire pour commencer la construction du tunnel qui allait permettre à El Chapo de s'évader. Mais l'équipe chargée du tunnel subissait une pression incroyable pour terminer le plus rapidement possible. En raison de son passé d'évasion et de fuite lors des descentes de police, les autorités mexicaines pouvaient à tout moment transférer El Chapo dans une autre prison pour contrer toute tentative d'évasion. Chaque jour que les tunneliers mettaient pour atteindre leur patron était un jour de plus où tout pouvait être réduit à néant. Et il faudrait alors élaborer une nouvelle tentative d'évasion dans un endroit complètement différent. Mais ce n'est pas tout. Les bâtiments inachevés attiraient déjà l'attention des responsables locaux et des villageois curieux. Pourquoi entamer la construction sur un terrain vide pour ensuite s'arrêter soudainement, laissant une simple carcasse de maison? Le temps pressait et la pression montait. Dans sa cellule, El Chapo était le prisonnier modèle. Malgré le fait qu'il ait longtemps ordonné certaines des violences les plus horribles que le Mexique ait jamais connues, El Chapo gardait une attitude cordiale et même agréable avec ses gardiens de prison et ses co-détenus. Ses conversations téléphoniques étaient soigneusement surveillées, son courrier contrôlé par les responsables de la prison, mais pas un seul indice du complot en cours n'a jamais été révélé. El Chapo était devenu un professionnel patient, mais sa patience touchait à sa fin. Les creuseurs de tunnels faisaient face à une tâche redoutable et savaient qu'ils devaient agir vite. Malgré l'incroyable pression qui pesait sur eux, ils ont réussi non seulement à atteindre El Chapo avant tout éventuel transfert vers une autre prison, mais ils ont fini par percer dans la cellule d'El Chapo, seulement 16 mois après son incarcération. Le tunnel qu'ils ont construit était sophistiqué, impressionnant les responsables qui notèrent qu'un tel ouvrage aurait dû prendre de 18 mois à 2 ans à réaliser. Ces murs étaient renforcés si besoin avec des panneaux en bois, et un générateur envoyait de l'air frais dans un système de ventilation d'1 mile pour oxygéner le tunnel. Au sol, les tunneliers avaient déposé des rails et utilisaient une moto pour faire la navette avec 2 chariots, qui étaient remplis de terre et transportés d'avant en arrière le long du tunnel. Une fois El Chapo rejoint, il monterait sur cette même moto et parcourrait rapidement la distance d'1 mile vers la liberté. Toute cette terre, cependant, devait aller quelque part. Alors les tunneliers l'ont intelligemment transférée à l'ouverture du tunnel, ou d'autres la dispersèrent dans le champ à l'extérieur, au lieu de la jeter en tas géant, ce qui aurait sans aucun doute attiré l'attention. Cependant, de la terre fraîche, répandue sur des hectares de champs vides, attirerait forcément l'attention et poserait des questions difficiles à la fausse équipe de construction. Soudain, cependant, au milieu de la nuit du 12 juillet 2015, un bruit de métal raclant s'est fait entendre dans la douche d'El Chapo à l'intérieur de sa cellule. Peu après, le fond en céramique de la douche s'est détaché, et un visage familier a salué le baron de la drogue emprisonné, l'invitant à descendre dans l'obscurité. Sans perdre de temps,
El Chapo s'est engouffré dans le tunnel secret, descendant 9 mètres dans un passage à peine aussi large qu'un homme, mais juste assez haut pour qu'El Chapo puisse s'y tenir debout. Souvent moqué pour sa taille, les creuseurs avaient conçu le tunnel assez haut pour que le patron puisse le traverser sans se pencher. Une évasion de prison élégante, si jamais il en fut une. À quelques mètres de l'entrée du tunnel, El Chapo est monté sur une petite moto qui avait été fixée à des rails métalliques. Les chariots pleins de terre poussés pendant des mois avaient disparu. Quelques instants après avoir quitté sa cellule, El Chapo filait dans le tunnel éclairé comme un gamin sur un manège. 2 minutes plus tard, El Chapo mit fin à sa virée, en grimpant des marches en bois et en surgissant dans la carcasse vide d'une maison où son équipe travaillait secrètement depuis 1 an et demi. Après avoir enfilé des vêtements propres, El Chapo monta ensuite dans un camion et disparut dans l'obscurité de la nuit, laissant derrière lui un incroyable tunnel secret d'1 mile de long, ainsi qu'un système pénitentiaire et un gouvernement mexicain complètement frustré. El Chapo a été capturé à nouveau quelques mois après son évasion, sa toute dernière cachette ayant été révélée des semaines avant son arrivée par des hommes armés négligents repérés par les habitants. Après des signalements d'hommes armés, les autorités mexicaines mirent la maison sous surveillance et interceptèrent des communications indiquant la visite de la grand-mère ou de la tante. Sachant que c'était une cible de grande valeur, les autorités ont attendu pour intervenir. 1 mois plus tard, les forces spéciales mexicaines ont attaqué la maison, tué plusieurs gardes du corps, mais El Chapo et un de ses principaux lieutenants se sont échappés par un tunnel secret. À plus d'1,5 km de la maison, les 2 hommes ont volé une voiture sous la menace d'une arme, mais le conducteur l'a aussitôt signalé à la police. Après avoir lancé une alerte pour le véhicule volé, les policiers fédéraux ont retrouvé la voiture volée et ont arrêté les 2 fugitifs. El Chapo, cependant, n'allait pas se laisser arrêter sans tenter d'acheter sa liberté. Sachant que les responsables publics s'étaient été montrés très corruptibles par le passé, El Chapo a soudoyé les policiers avec de l'argent, des maisons et des emplois lucratifs pour qu'ils le laissent partir. Le baron de la drogue désespéré ne savait pas qu'il avait affaire à une toute nouvelle génération de policiers mexicains, bien moins faciles à corrompre que leurs prédécesseurs. Les 4 policiers ont tous refusé El Chapo, après quoi ses offres alléchantes se sont transformées en menaces, leur disant qu'ils allaient tous mourir. Les 4 policiers ont transmis les photos d'El Chapo à leurs supérieurs, puis appris que la police avait été informée de l'arrivée de 40 tueurs lourdement armés venus libérer El Chapo. Les policiers, alors que les renforts étaient toujours retenus au complexe, ont reçu l'ordre de se réfugier dans un motel en périphérie, où ils se sont barricadés et préparés à un possible échange de tirs pour survivre. Pendant ce temps, El Chapo riait, répétant ses menaces. Soudain, un convoi de véhicules a éclairé le bord de la route, se dirigeant vers le motel isolé. Les policiers, armés de fusils d'assaut M16 et de pistolets, se sont préparés à ce qui serait sûrement leur dernier combat. El Chapo les a défiés, affirmant qu'ils feraient face à la mort, puis leur famille. Pourtant, les policiers sont restés déterminés, prêts à mourir pour leur devoir. Alors que les véhicules entraînent sur le parking, les provocations d'El Chapo se sont tues. Après que l'éblouissement des phares ait disparu, les policiers retranchés ont vu des camions militaires pleins de fusiliers marins mexicains prendre position autour du motel. Quelques minutes plus tard, un El Chapo complètement vaincu et abattu a été traîné dans un SUV et emmené en toute hâte vers un aérodrome. El Chapo ne s'évaderait plus jamais d'une prison mexicaine, et 2 ans plus tard, tout espoir de s'évader de nouveau serait anéanti lorsque le Mexique approuva une demande d'extradition vers les États-Unis. Désormais sous la garde des autorités américaines, El Chapo risque la prison à vie. Et bien qu'il était l'un des hommes les plus dangereux de l'histoire du Mexique, le baron de la drogue ne serait finalement retenu que comme un homme en pleurs, suppliant les autorités judiciaires américaines de faire preuve de clémence, ce qu'elles lui refusèrent. Si vous avez déjà vu le film Bronson de 2008 qui raconte l'histoire de celui qu'on appelle le prisonnier le plus tristement célèbre de Grande-Bretagne, ne vous inquiétez pas, ce film théâtral n'a pas vraiment révélé l'homme. Il reste donc beaucoup à découvrir. Vous pourriez penser qu'il est étrange qu'un homme avec une telle réputation porte le même nom qu'un ancien dur à cuire d'Hollywood. Mais ce n'était pas son nom de naissance. Il a acquis ce nom pendant ses années de boxe à main nue. En réalité, il était né sous le nom de Michael Gordon Peterson. Oui, ça ne sonne pas aussi effrayant. Il y a beaucoup de controverses autour de cet homme, concernant la question de savoir s'il aurait dû rester aussi longtemps en prison, ou si c'est la prison qui est responsable de son comportement souvent fou. Nous abordons ce sujet et d'autres dans cet épisode de The Infographic Show sur Charles Bronson, le prisonnier le plus tristement célèbre de Grande-Bretagne, né Michael. Il est né le 6 décembre 1952. Il a passé ses premières années au pays de Galles, puis il a déménagé à Luton, qui n'est pas très loin de la capitale, Londres,
Il ne semble pas venir d'un milieu difficile. Son père a dirigé un club conservateur et sa tante et son oncle étaient mère et mairesse. Sa tante a dit qu'enfant, il était adorable. Il était intelligent, toujours gentil avec les enfants, doux, calme, n'était jamais une brute et défendait les plus faibles. Il avait peut-être l'habitude de défendre les plus faibles, mais il semble que son penchant pour la violence et le crime ait commencé tôt dans sa vie. Après avoir déménagé dans le Nord à l'âge de 13 ans, il semble que c'est là que les ennuis ont commencé. À cet âge, inculpé comme mineur pour vol, il aurait appartenu à un gang. Peu intéressé par l'école, il l'a quitté tôt pour travailler. Il a trouvé son premier emploi lorsqu'il était retourné à Luton. Il s'agissait d'un très court passage de 2 semaines dans un supermarché Tesco. Apparemment, il a été renvoyé pour avoir agressé son responsable. Ensuite, le crime est devenu une habitude pour Michael, qui a été sanctionné d'une amende et d'une mise à l'épreuve pour dégradation criminelle. Il a eu de nombreux emplois, principalement liés au travail manuel ou en usine, et on nous dit qu'il n'aimait rien de plus qu'une bonne soirée en ville, à boire des litres de bière et à se battre à coups de poing avec les habitants. Facile dans certains quartiers du Royaume-Uni, il a sûrement eu des adversaires dans les rues dangereuses de Luton. Il paraît qu'il travaillait comme homme fort dans un cirque, dont il devait être un adversaire coriace. Il a encore eu des ennuis après avoir percuté une autre voiture avec un camion volé, mais il s'en est encore tiré avec une simple amende, car personne n'a été gravement blessé. À ce moment-là, il est encore adolescent. À 19 ans, il a de nouveau eu des ennuis, participant à un cambriolage à la voiture bélier, qui consiste à défoncer la vitrine d'un magasin avec une voiture pour voler ce qu'on peut. Encore une fois, il s'en est sorti avec une simple amende et une peine avec sursis. À 20 ans, il a peut-être eu l'occasion de rentrer dans le droit chemin, car il a rencontré une fille et s'est marié. Apparemment, elle appréciait son côté dur à cuire, ses costumes sur mesure et son accent cockney. Ils ont eu un fils nommé Michael Jonathan Peterson. Selon la presse britannique, le fils est discret et n'a jamais évoqué publiquement son père tristement célèbre. Nous ne pouvons donc pas en dire beaucoup sur lui. Passons à la suite. À 22 ans, Michael a été arrêté pour vol à main armée. Et cette fois, le juge a été très sévère. Il a écopé de 7 ans. Mais il semblait que la prison n'était pas vraiment un endroit où il aimait être. Pendant son premier séjour en prison à Liverpool, il a attaqué 2 détenus sans provocation. Cela lui a valu du temps à l'isolement, quelque chose qu'il connaîtrait beaucoup plus par la suite. Il a ensuite été transféré dans une prison à Hull, et a de nouveau eu des problèmes avec les gardiens et les détenus. Ils lui ont donné des sédatifs pour le calmer, ce qui l'a rendu très malade. Il a aussi passé plus de temps à l'isolement, et on disait que c'était un détenu difficile. Un jour, hors isolement, il a agressé un détenu avec une carafe en verre, et a été condamné pour coups et blessures. Encore une fois, il a été transféré, cette fois à la redoutable prison d'Armley, à Leeds, un endroit lugubre si vous en avez déjà vu un. Il se retrouvait donc là, purgeant sa peine dans ce qui ressemble à un château médiéval. Même en 2018, on dit que cet endroit détient le taux le plus élevé de suicides. Actuellement, la presse décrit toujours l'endroit comme très dangereux pour détenus et personnel. Dans les années 70, ce n'était sûrement pas des vacances. Mais il semble qu'il était trop difficile à gérer pour Armley, et il a continué à être transféré entre plusieurs prisons, parfois enchaîné au plancher des fourgons dans lesquels il voyageait. On affirme que, hors isolement, il attaquait détenus et gardiens, et qu'il a subi de violents passages à tabac de la part des gardiens après une attaque. Vous avez peut-être vu cela dans le film, qui montre ces gardiens obligés de s'y mettre à plusieurs pour le maîtriser. Pendant une période en isolement, alors qu'il se remettait d'un passage à tabac, il a divorcé. On imagine que cela a dû être un moment difficile, mais il paraît qu'une chose qui lui a permis de tenir, c'était sa routine d'entraînement en isolement, qui le gardait en bonne santé et redoutable. Son livre, Solitary Fitness, écrit après de longues années en prison, s'est vendu à des millions d'exemplaires. Les critiques sont très positives, bien que certains trouvent le livre parfois étrange. Les médias indiquent que les bénéfices sont donnés à des associations pour enfants. La presse britannique affirme que sa force était incroyable. Il a tordu les barreaux de sa cellule à main nue et détiendrait 6 records du monde de force et de forme physique. Il a aussi établi le record officieux du plus grand nombre de protestations sur les toits de prison par un détenu britannique. Mais nous sommes encore dans les années 70, loin de la célébrité ou de l'infamie. En prison à Londres, il a tenté d'empoisonner un codétenu, ce qui semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il a donc quitté la prison pour un établissement psychiatrique. Mais savez-vous qui il y a rencontré ? 2 des gangsters les plus redoutés de Grande-Bretagne, les jumeaux Cray, ont été qualifiés par lui des 2 meilleurs types qu'il ait jamais rencontrés. Mais cette amitié a vite pris fin, car il a été renvoyé en prison. S'ensuivirent plus d'isolement, des tentatives d'évasion, des agressions contre des détenus leur laissant des cicatrices à vie, et, les autorités en ayant assez, son internement en vertu du Mental Health Act. Il n'était plus seulement un criminel, mais aussi atteint de troubles mentaux,
En 1978, il était dans un autre établissement spécialisé, mais il n'appréciait pas d'être forcé à prendre des médicaments, ni d'être entouré de personnes très perturbées de Grande-Bretagne. Des hommes incapables de quitter l'établissement à cause de leurs actes envers d'autres, que nous tairons, oui. Il n'aimait pas certains de ces hommes terribles, et à un moment donné, on a dit qu'il était à environ 5 secondes de tuer un autre patient ou détenu qui avait ôté la vie à un enfant innocent. Dans ses propres mots, en décrivant les personnes autour de lui dans l'établissement, « Je les ai vus se jeter contre les murs, utiliser leur tête comme un bélier. Je les ai vus tomber inconscients en faisant cela. L'un d'eux essayait sans arrêt de se manger lui-même, en se mordant les bras, les jambes et les pieds, et a essayé de tuer un autre détenu. Puis, en 1982, alors qu'il était encore dans le tristement célèbre Broadmoor, il a mené une protestation sur le toit qui a duré 3 jours et causé environ 300 000 $ de dégâts. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi ce type est devenu connu comme un détenu difficile à gérer. Mais le pire restait à venir. Il n'avait même pas encore commencé. Il a mené 2 autres protestations sur les toits, entamé une grève de la faim, mais trouvé du réconfort en écrivant des poèmes, dessinant et créant des bandes dessinées, remportant même des prix pour son travail. Cela ne l'a pas empêché d'être violent, mais ça l'a calmé de temps en temps. Les psychiatres n'arrivaient pas à le comprendre. Même en hôpital psychiatrique, il n'a jamais reçu de vrai diagnostic. Il disait que les asiles sont des lieux fous, aux règles folles. Si tu n'es pas fou en arrivant, tu le deviens en repartant. Transféré encore une fois d'un établissement à une prison, il a poignardé des détenus et frappé d'autres personnes. Encore plus de protestations sur les toits, d'isolement, de passages à tabac par les gardiens, de médicaments, et peut-être sa pièce de résistance. Il a un jour étranglé un directeur de prison. Après cela, il n'a plus été autorisé à sortir de l'isolement jusqu'à la fin de sa peine. Il est sorti de prison en 1987 et s'est presque immédiatement remis à commettre des crimes. Sa première infraction était assez comique. Il a acheté un pistolet à eau, l'a un peu modifié, puis menacé un homme pour qu'il le conduise à Luton, son endroit préféré. Là-bas, il a commencé à se battre à main nue et a gagné le surnom de Charles Bronson. Il a même légalement changé son nom pour celui-ci. Était-ce le début d'une vie en liberté ? Pas du tout. Il est dit qu'il était prêt à affronter quiconque, défiant même Lenny McLean, le roi du combat à main nue. Lenny ne voulait rien avoir à faire avec lui. Quand il a accepté de se battre, Bronson était déjà en prison. Plus tard, il a été défié d'affronter un gros Rottweiler. Il l'a tué et a plus tard avoué l'avoir vraiment regretté. Mais c'était payé en liquide. Sorti de prison depuis quelques mois seulement, il y est retourné pour vol à main armée. Nous n'entrerons pas dans les détails, mais il s'est encore battu, attaqué des prisonniers et des gardiens, passé plus de temps à l'isolement, été transféré plusieurs fois et tenté de provoquer des émeutes. En 1989, il a lui-même été attaqué, poignardé plusieurs fois dans le dos, mais il s'en est remis. Il n'a rien dit à la police au sujet de ses agresseurs. En 1992, il est sorti pour un total de 53 jours. Il a été incarcéré mais a été relâché. Puis il a de nouveau été arrêté pour possession d'un fusil de chasse et complot en vue de commettre un vol. Ça devient fou ici parce que, pendant sa détention provisoire, il a pris une bibliothécaire en otage, pendant les négociations avec la police. Il avait 3 exigences. Une poupée gonflable, un hélicoptère et une tasse de thé. Oui, vous avez bien entendu. Il a écopé de 8 ans malgré le fait qu'il ait dit que le pistolet était pour se tirer une balle dans la tête. Ce n'était pas la première fois qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Il s'est encore montré difficile et a été transféré de prison en prison et parfois laissé nu plusieurs jours d'affilée à l'isolement, dans le noir. À un moment donné, il a été placé dans l'endroit le plus terrible de toutes les prisons du Royaume-Uni, un endroit appelé la Hannibal Cage, qui avait été créé pour un autre détenu ayant déjà tué des co-détenus, et dont on disait qu'il avait extrait le cerveau d'une personne avec une cuillère et l'avait mangé. Bien qu'il ait attaqué un directeur, on dit qu'il s'est amélioré après avoir interagi avec des enfants handicapés. Il a aussi continué ses dessins humoristiques durant ces moments calmes, qui n'ont pas duré longtemps. Il a subi plus d'isolement et de transfert, puis a pris en otage 2 pirates de l'air irakiens dans sa cellule. On disait qu'il devenait fou après la perte de son père. Il aurait menacé de leur arracher la tête si les gardiens approchaient. Il a aussi forcé ses otages à lui chatouiller les pieds et à chanter des chansons. Pour eux, il était connu sous le nom du général. Il a exigé un avion, des mitrailleuses, des munitions et un sandwich au fromage et au cornichon. Il semble qu'ensuite, il n'a cessé de demander de la glace. Finalement, il a libéré les otages, et 7 années supplémentaires ont été ajoutées à sa peine. Bien qu'il soit en excellente forme physique, on dit que tout ce temps passé dans l'obscurité et en isolement a eu des effets négatifs sur ses yeux et ses compétences sociales, et les avocats ont commencé à se ranger de son côté. C'est dommage qu'il en ait pris un en otage. Il l'a relâché rapidement cependant.
Mais après qu'un employé civil ait critiqué ses dessins, il l'a aussi pris en otage puis a commencé à détruire des parties de la prison. Quoi d'autre? Eh bien, après le millénaire, il s'est remarié, s'est converti à l'islam, a changé de nom et a pris un autre otage, a écrit un livre, a beaucoup dessiné, puis a changé son nom en Charles Arthur Charlie Salvador, par respect pour son artiste préféré. Le film est sorti et il est devenu célèbre, alors que peu le connaissaient auparavant. Des milliers de personnes dans le monde l'ont soutenu, affirmant que, malgré ses erreurs, sa détention avait trop duré. Pourtant, il a continué à faire des bêtises. En 2014, il a attaqué un autre directeur de prison. La même année, ses œuvres d'art ont été mises aux enchères, et ses 200 pièces souvent sombres ont rapporté environ 30 000 livres sterling. Bronson a offert une grande partie de cette somme à une association pour les tumeurs cérébrales et à l'Hospice Kids à Luton. Il a affirmé que l'homme qu'il était autrefois était mort et qu'il renaissait comme artiste Salvador. Il a aussi créé d'autres œuvres, fait des dons à diverses associations, dont une fois aux sans-abri d'Oxford. En 2017, il a épousé une actrice qui espère le voir sortir bientôt. Au total, sur les plus de 44 ans qu'il a purgés, 36 d'entre eux ont été passés en isolement cellulaire, parfois sans lumière. En 2018, il était en prison ouverte, et son dossier devait être réexaminé dans 2 ans pour une possible libération. Mais cela pourrait ne pas arriver, car il purge une perpétuité pour un enlèvement. Un enseignant retenu 2 jours en 1999. Les médias britanniques rapportent qu'il se serait enduit de beurre à l'âge de 65 ans et aurait défié les gardiens à un combat. Nous allons vous laisser avec une de ces citations. Je suis sympa, mais il m'arrive de perdre la tête et de devenir méchant. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne, juste quelqu'un de perdu. Nous sommes le 11 août 1934, et avec 136 autres prisonniers, vous êtes en route vers ce qui deviendra la prison la plus dure d'Amérique. Vous êtes qualifié d'incorrigible par les autorités, car dans vos précédentes prisons, vous n'avez pu vous empêcher de semer le trouble. Vous avez tous été qualifiés de violents et imprévisibles. C'est pourquoi on vous envoie dans la version pénitentiaire de l'enfer. Vous êtes assis là, dans un wagon spécialement conçu, menotté et entouré de 60 agents du FBI, des US Marshals et d'autres agents de sécurité. L'atmosphère est solennelle, et chacun de vous, criminel endurci à l'allure de Grizzly, se regarde avec méfiance. Chaque chaos du train est inquiétant. Une voix dans votre tête répète « Tu vas en enfer ! Vous n'avez pas tort !» C'est ainsi que le premier convoi de prisonniers arriva à Alcatraz. Aucun de ces types n'était le prisonnier numéro 1, car Alcatraz avait encore des prisonniers de l'armée. Cet endroit a été une prison militaire, avant de devenir le pénitencier réputé, pour être un enfer dont on ne s'échappe pas. Imaginons que vous étiez à nouveau l'un de ces prisonniers. Vous arrivez par ce train dans un endroit appelé Tiburon, à 9h40 du matin. Une barge vous attend dans l'eau là-bas. Et c'est ainsi que vous rejoindrez l'île située dans la baie de San Francisco. Le wagon où vous étiez assis pourrait être considéré comme l'un des trains les mieux gardés. Dans l'histoire du rail, imaginez si certains des prisonniers les plus violents des États-Unis s'échappaient tous, un peu comme dans un film sur le Far West. Personne ne s'évade aujourd'hui. Autour de vous, beaucoup sont des meurtriers condamnés ou de célèbres braqueurs de banque. On pourrait écrire un livre avec vos casiers judiciaires. Chacun de ces types a été qualifié d'agitateur, et les autorités ont noté que ces hommes sont désespérés. La plupart d'entre eux ont déjà planifié des évasions de prison ailleurs, et il est bien connu qu'ils sont prêts à tuer quiconque se mettra en travers de leur liberté. Pour cette raison, vous serez surveillés par des hommes hautement entraînés. Quand nous disons hautement entraînés, il ne s'agit pas de réhabilitation. Ces hommes ont été choisis pour leur dureté, non pour améliorer le comportement des prisonniers. Les 2 responsables, le directeur et son assistant, ont été surnommés les hommes de fer. À votre arrivée au ferry pour l'île, vous êtes menottés à un autre homme, tous 2 enchaînés ensemble. On vous ordonne d'avancer de 3 mètres et de traverser une passerelle pour embarquer, entouré par les forces de l'ordre et les gardiens de prison. Tout cela se passe sans que la presse y assiste, car les autorités ont gardé l'opération secrète. Un seul photographe isolé a eu vent du transfert. Sur le quai d'Alcatraz, enchaîné à un homme, vous marchez entre des gardiens. Par 2, vous passez la porte vers la cour, puis le bâtiment cellulaire. Après la fouille et l'attribution d'un numéro, on vous assigne une cellule, on retire vos menottes et vous séparez de l'autre homme. Avant d'entrer en cellule, on vous conduit à la salle de bain, on vous déshabille et on inspecte votre corps, puis on vous autorise à vous laver. Vous êtes placé dans une cellule dont la porte est verrouillée. À l'extérieur, une plaque affiche votre nom et numéro. Plus tard, les autorités affirmeront que l'opération s'est déroulée parfaitement. À quoi ressemble votre cellule? Vous êtes assigné au bloc B. Vous pourrez être transféré ensuite au bloc C. Le bloc A sert rarement à incarcérer des hommes.
Le bloc D est le quartier disciplinaire, où un prisonnier peut être enfermé 24 heures sur 24. Ces cellules sont parfois appelées des chambres de confinement. Vous pourriez être autorisé à sortir dans la cour pendant 1 heure, 1 fois par semaine, si vous êtes du bon côté des gardiens. Mais à part ça, vous faites face à une isolation totale si vous êtes envoyé là-bas. Donc, votre cellule, dans le bloc B, fait 1,50 m sur 2,70 m. Pour ainsi dire, la cellule est si exiguë que vous n'auriez même pas la place d'y remuer. À l'intérieur de cette cellule, il y a un lit de camp, sur lequel vous pouvez dormir, et il est en acier. Il se replie contre le mur lorsqu'il n'est pas utilisé, faute de place dans la cellule. On y trouve une étagère en acier pour s'asseoir, une autre pour poser des affaires, ainsi qu'un lavabo et des toilettes. À votre arrivée dans cette cellule, vous n'avez qu'une brosse à dents, un peu de poudre dentifrice, 2 serviettes et un gobelet. Plus tard, vous pourrez remplir l'étagère avec des livres à lire. Vous aurez droit à une visite mensuelle sans contact si vous êtes sage. En cas de maladie, un hôpital est disponible dans la prison. L'an prochain, des figures célèbres rejoindront la prison, dont George Machine Gun Kelly, ainsi que d'autres condamnés pour des crimes qualifiés par la presse d'atroces. Alcatraz est appelée la fin de la ligne, le dernier recours. Elle héberge des braqueurs redoutables, des meurtriers impitoyables, et accueille surtout ceux ayant tenté de s'évader d'une autre prison, ou blessé ou tué un gardien là où ils étaient détenus. Peut-être que le criminel le plus célèbre à avoir séjourné sur le rocher est le chef de la mafia Al Capone. Il est en fait arrivé peu de temps après vous. Donc vous voilà, assis dans votre cellule. Vous recevez un livret intitulé « Règlement pour les détenus USP Alcatraz » qui précise que ce que vous possédez actuellement et tout ce à quoi vous avez droit, les vêtements que vous portez, le toit au-dessus de votre tête et quelques articles de toilette. Tout le reste que vous pourriez recevoir est un privilège. Et pour obtenir plus de choses, vous devrez faire preuve d'une bonne conduite et d'une bonne éthique de travail. Vous pourriez même bénéficier d'une réduction de peine. Mais si vous adoptez une mauvaise conduite, c'est l'inverse qui pourrait se produire. Vous pourriez perdre des privilèges, voir votre peine prolongée ou être envoyé dans ces cellules d'isolement. Ce n'est rien que vous n'ayez déjà lu auparavant. En gras, le livret vous indique qu'il est interdit de faire du troc, de jouer, de vendre, de donner ou de prêter. Et ils sont sérieux à ce sujet. Vous travaillerez 5 jours par semaine, 8 heures par jour. Le reste du temps sera dédié aux loisirs et au temps passé en cellule. Vous pouvez regarder un film 2 fois par mois. Et si vous montrez une bonne conduite, vous pourrez sortir dans la cour et jouer au handball. On vous dit aussi que cela n'arrivera pas tout de suite, car vos 30 premiers jours seront passés dans votre cellule. Cela s'appelle la période de quarantaine. Ça n'a pas l'air trop mal. Seulement vous supposez que les gardiens seront plus stricts. C'est tout à fait vrai. Vous vous lèverez à 7 heures, et on procédera à l'appel. Vous devez absolument rester silencieux pendant ce temps, sinon vous serez sanctionné. Cette règle du silence sera ce qui vous pèsera le plus, et les gardiens y tiennent vraiment. Vous pouvez avoir une cellule individuelle, mais le silence est pesant. Parler via la cuvette des toilettes peut causer des ennuis. On peut discuter pendant les repas avec les autres. Au moins, la nourriture n'est pas trop mauvaise. En fait, vous êtes plutôt impressionné par la bouffe. Un matin au petit déjeuner, vous avez du gruau, du lait, de la saucisse, des pommes de terre sautées, du pain grillé et du café. Au dîner, vous avez de la soupe aux haricots, du rôti de bœuf et des légumes. Pour le souper, il y a du porc aux haricots, salade, café et pain. Un autre jour, le petit déjeuner est similaire, mais au dîner, cabillaud pané, soupe de pommes de terre, choux, pain et thé. Pour le souper, il y a soupe de légumes, spaghettis aux boulettes, pudding aux fruits, pain et même des pommes épicées. Que se passe-t-il ? Vous mangez mieux qu'à l'extérieur, et bien mieux que beaucoup d'Américains vivant dans une pauvreté abjecte. Dans les années à venir, la nourriture d'Alcatraz deviendra légendaire, et n'importe quel prisonnier d'aujourd'hui rêvera de remonter le temps en engloutissant son unique tranche de pain moisi et sa bouillie douteuse pleine de viande indéfinissable et de cartilage. À Alcatraz, les directeurs estiment qu'une alimentation saine et savoureuse favorise le bon comportement et réduit la violence. 3 repas quotidiens suffisent à maintenir la santé physique et mentale des détenus. On est ce qu'on mange, et votre directeur estime que la bouillie nuit au bon comportement. Alcatraz est assez progressiste là-dessus. D'accord, vous avez votre steak de bœuf avec sauce épurée, donc pas de plainte. Le silence vous pèse. Mais en respectant les règles, vous avez du temps dans la cour de promenade et des livres à lire. C'est un peu à l'étroit dans la cellule, mais au moins vous n'avez pas à partager avec un homme au passé de violences atroces. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Eh bien, cette routine est tellement stricte qu'elle peut sembler oppressante. Le dernier enfermement est à 16h50 et l'extinction des feux à 21h30. Et jusqu'au lendemain, vous n'êtes pas censé faire le moindre bruit. Un homme nommé Edward Whiskey ne supporte pas très bien Alcatraz. C'est le prisonnier numéro 47, et c'est le premier homme à se donner la mort là-bas. D'autres suivront.
Il y a bien sûr de l'intimidation, et cela pousse un homme à se blesser gravement. Il veut être transféré à cause du harcèlement qu'il subit chaque jour. Donc pour vous, tant que vous n'êtes pas victime d'intimidation, la vie pourrait être supportable. Il suffit simplement de respecter la rigueur des routines. Vous pouvez aller à la bibliothèque, et, en mangeant bien et en faisant de l'exercice, être réhabilité. En tant que détenu moyen, vous pourrez lire près de 100 livres par an. Au fil du temps, vous pourrez jouer d'un instrument et écouter la radio. Mais que se passe-t-il si vous ne respectez pas les règles? Eh bien, c'est là qu'Alcatraz devient l'enfer, Alcatraz. Il suffit de préciser qu'enfreindre les règles y est très facile. Ce code du silence est appliqué avec enthousiasme, et vous devez aussi être présentable en permanence. Votre cellule doit être impeccable, et qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, vous devez travailler très dur. À Alcatraz, il n'y a pas de tir au flanc. La tolérance zéro règne. Gardez à l'esprit que l'endroit regroupe des criminels notoires à l'autocontrôle limité. Les choses peuvent déraper. Supposons qu'un jour, vous ne supportez plus les règles. Vous parlez la nuit, négligez le ménage de votre cellule et êtes envoyé à l'isolement, avant de recommencer. Vous attaquez les gens et répondez aux gardiens. Ensuite, vous allez au bloc D, dans l'une des cellules numérotées de 9 à 14, qu'on appelle le trou. Avant d'être jeté ici, on vous déshabille et on vous frappe. Les gardiens reviennent parfois vous torturer. Vous êtes allongé sur le sol en béton froid, sans aucune lumière dans la cellule. Vous pouvez prendre une douche une fois par semaine, et sortir dans la cour pendant 1 heure dans la semaine. Le reste du temps, vous restez dans cette cellule froide et sombre, traité pire qu'un animal. On ne vous donne ni brosse à dents, ni savon. À un moment donné, un gardien vous jette de l'eau froide. La cellule sent l'égout. Oubliez aussi la nourriture savoureuse. On vous donne 4 tranches de pain par jour, et puis une fois par semaine, vous avez droit à un vrai repas. En conclusion, Alcatraz est un endroit inquiétant, rien qu'à regarder. Et il y a des hommes impitoyables qui pourraient vous intimider ou vous tuer. La nourriture est bonne, mais certains hommes n'arrivent tout simplement pas à supporter les règles. Voici ce que dit l'un de vos co-détenus à ce sujet. Les hommes deviennent lentement fous, sous la torture raffinée d'une routine restreinte et immuable. Les hommes craquent, puis ils sont punis, parfois sévèrement, et cela arrive souvent. La question est, allez-vous craquer ou allez-vous tenir le coup? Un homme de 20 ans, un homme qui croit être devenu une victime du système judiciaire aux États-Unis, veut sortir de là. Dans l'unité psychiatrique, il attend jusqu'à trouver une occasion d'ouvrir une armoire médicale. Il n'a aucun mal à crocheter des serrures, et il en crochettera beaucoup d'autres, pendant de longues années. Dans cette armoire, il y a une bouteille de LSD, une substance psychotrope très puissante. Il prend une bouteille de cette substance, et au moment venu, se glisse dans la salle du personnel, pour la verser entière dans la cafetière en marche. Le personnel entrant et sortant va tous en recevoir une dose qu'on pourrait qualifier d'héroïque. L'homme a déclaré que son plan était de profiter de la panique générale pour crocheter les serrures et s'enfuir. Des aides et membres du service ont, sans le savoir, pris environ 100 doses d'acide au total. Peut-être que vous n'êtes pas le genre de personne à connaître beaucoup de choses sur le LSD, mais laissez-nous vous dire que 100 doses partagées entre quelques personnes auraient provoqué chez eux des hallucinations intenses. Le plan ne s'est pas vraiment déroulé comme ce type l'avait prévu. Loin de là. Peu de temps après que ces cafés auraient été bu, un aide se retrouvait au sous-sol à regarder le sèche-linge tourner encore et encore. Ses pupilles étaient de grands disques noirs brillants, fixés sur le tambour tournant. Il perdait la tête. La machine était devenue son ennemi mortel. L'aide hurlait contre le sèche-linge, il lui donnait des coups de poing, des coups de pied. Pendant qu'à l'étage, dans le service, les gens étaient complètement défoncés. L'une des psychiatres ne semblait pas savoir où elle était, ni qui elle était. On l'a vue danser frénétiquement dans le service, de façon sexuellement suggestive, informant les détenus choqués à quel point elle se sentait terriblement excitée. La scène était une fantasmagorie d'horreur et de comédie. Mais au milieu de toute cette folie totale, l'instigateur et l'exécutant de ce trip collectif n'a pas pu s'échapper. La sécurité a rapidement été appelée, et le personnel a été emmené quelque part pour se calmer après leur méga trip. Un sèche-linge avait été démonté, et aux yeux d'un homme, vaincu. Bienvenue dans la vie de Mark de Frist, le Houdini de la Floride. Un maître de l'évasion, un véritable génie qui n'a jamais réussi à trouver sa place dans la vie. Une vie pouvant paraître comique de l'extérieur, mais en réalité sa condamnation à perpétuité sur Terre fut surtout marquée par une tragédie dévastatrice. Mark est né en 1960, et a grandi avec son père et sa belle-mère. Son père avait servi pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'OSS, une organisation qui allait plus tard devenir la CIA. Le père et le fils étaient de proches, et le père transmit son vaste savoir à son fils, ce qui aida Mark lors de ses évasions de prison. Mais l'enfant, considéré par certains comme un savant, était différent. La plupart des autres disent « toi maintenant »,
qu'il était un autiste à haut niveau de fonctionnement, et qu'il l'est toujours aujourd'hui. Mark ne comprenait pas grand-chose au monde et ne socialisait pas beaucoup avec les autres enfants. Il était souvent seul et détestait l'école. Ils l'ont envoyé dans une école disciplinaire pour garçons pour corriger son indiscipline, mais il s'est enfui, ce qu'il ferait toute sa vie. Il voulait surtout démonter et remonter des objets. Derrière la maison, un atelier que Mark appellerait plus tard son laboratoire de Frankenstein. Là-bas, il manipulait des produits chimiques, se blessant à 2 reprises dans des explosions, et il réparait des appareils, démontait des horloges avec l'habileté d'un expert. Sa vie s'est effondrée à 19 ans. Son père est décédé, et sachant ce que Mark aimait le plus, il lui a légué tous ses outils. Ce fut le début de la tragédie, car Mark, ne sachant pas vraiment comment fonctionnent les testaments, a pris les outils avant que le testament ne soit homologué. Cela signifie simplement qu'il soit rendu valide. Sa belle-mère, froide et indifférente, qui ne s'était jamais souciée de Mark, a appelé la police. Ces policiers ont poursuivi Mark une nuit, et en voyant les gyrophares, ce jeune homme qui ne comprenait pas vraiment comment fonctionnait la société s'est enfui à pied. Il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle ces policiers le poursuivaient. Il n'avait aucune idée de la façon dont les testaments devaient être traités. Il a été arrêté et accusé de vol, et il a aussi été inculpé pour possession d'une arme. Ensuite, ce fut la prison. Ce n'était tout simplement pas juste pour ce jeune homme qui pensait avoir pris ce qui lui revenait de droit. Après le cours biblique, lui et d'autres détenus retournaient à leur cellule quand des hommes ont couru vers la clôture barbelée. Aucun d'eux n'a réussi à passer, mais Mark savait exactement comment escalader une telle clôture parce que son père lui avait déjà appris comment on pouvait le faire. Mark a démarré de force une voiture, a pris la route et a passé la nuit dans un motel. C'était son problème. Il maîtrisait les aspects techniques de l'évasion, mais manquait de jugeote, de maturité et d'intelligence sociale pour échapper longtemps aux autorités. Il a ensuite écopé de 6 autres chefs d'accusation. Il est retourné en prison où 14 détenus l'ont agressé, ne comprenant pas ce garçon étrange qui ne s'intégrait pas mais leur répondait sans peur. Ces 14 prétendus durs l'ont violemment frappé et agressé sexuellement. Ensuite, Mark s'est tailladé les poignets et cogné la tête contre la porte de sa cellule. Il a crié toute la journée, puis a été emmené au service psychiatrique où il a vidé une bouteille de LSD dans une cafetière. Le système pénitentiaire et le système judiciaire pensaient qu'ils avaient affaire à un gamin indiscipliné qui avait eu de la chance de franchir une clôture en barbelé rasoir. Il n'aimait pas beaucoup le détenu. Il était difficile. Il utilisait un langage grossier et n'obéissait souvent pas. Ainsi, Mark a été battu plusieurs fois par les gardiens au fil des années. S'évader devenait sa seule obsession. Il faut comprendre que son mode de pensée, qui fonctionne différemment de celui de la plupart des gens, il n'avait pris que les outils de son père, et ces outils lui avaient été donnés. Les évasions, selon le raisonnement de Mark, n'étaient pas des crimes, mais la bonne chose à faire. En fait, il était simplement très rationnel. Les outils équivalent à l'esprit, l'emprisonnement équivaut à l'injustice, l'évasion équivaut à la justice. On lui a proposé une nouvelle activité de menuiserie et d'art plastique, qu'il a acceptée. C'était un gars qui était brillant pour fabriquer des choses, mais quand Mark a vu des feuilles de cuivre rouler, la première chose qui lui est venue à l'esprit, c'est qu'il ne voulait vraiment pas qu'il reste. Il a vu dans l'atelier tous les éléments pour fabriquer une arme artisanale, aussi appelée pistolet de fortune. Avec le cuivre, il a fabriqué le canon du pistolet et l'a fixé à une crosse artisanale. L'arme prête, il a ensuite volé un pic à glace et l'a rapporté dans sa cellule. Il s'est arraché une dent du fond avec un pic, saignant abondamment. Il a appelé l'infirmière et a été emmené d'urgence à l'hôpital psychiatrique de la prison, menotté et enchaîné. Le dentiste a immédiatement reconnu un acte d'automutilation et l'a indiqué dans son rapport. Après la consultation, Mark a demandé à aller aux toilettes. Dans les toilettes, il a de nouveau crocheté ses menottes et a sorti son arme artisanale, pointant son pistolet de fortune vers les gardiens. Il a crié « Que personne ne bouge ou je vous fais sauter la cervelle ». Certains détenus de cette aile, peut-être pas en très bon état mental, ont commencé à sauter partout et à crier. Mark a tiré sur une table juste pour leur prouver que son arme fonctionnait vraiment. Après, il est reparti, traversant la porte et courant dans les bois. Mais il ignorait toujours comment rester fugitif. Il a volé une voiture, mais a vite été arrêté. Il faisait la une des médias locaux, mais le système pénitentiaire commençait à vraiment en vouloir au gamin. Il avait eu ses chances, il voulait désormais qu'il souffre. Et il souffrit, en prison, pendant que les autorités essayèrent de déterminer si ce gamin était mentalement apte à être jugé. Ils l'ont gardé enfermé. 24 heures sur 24. Était-il apte à être jugé ? 4 psychiatres ont dit non. Impossible. Il est malade, mental. Cet homme ne sait pas ce qui est bien ou mal. Il comprend le système judiciaire et n'est pas fou. Il est très talentueux, mais il ignore pourquoi il est ici. Il ne devrait pas être jugé. Un homme a dit que ce n'était pas le cas.
qualifiant Mark de simulateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait semblant d'être malade mentalement. Ce même homme, des décennies plus tard, a changé d'avis. Cela n'a pas aidé Mark. 20 ans renvoyé en prison où il a fabriqué une nouvelle arme. Une version améliorée de son pistolet artisanal, utilisant un tube de dentifrice vide. J'étais dans ma phase d'armurier. Je savais fabriquer une arme avec tout, se rappellera Mark. 7 fois, il a menacé les gardiens et tiré sur un mur pour prouver que l'arme marchait. Elle fonctionnait très bien, et beaucoup d'autres détenus ont vu que Mark avait tiré loin des gardiens. Mais trop, c'est trop. Les gardiens ont tabassé Mark jusqu'à le laisser presque mort, puis l'ont forcé, nu et couvert de bleu, à entrer dans une cellule plongée dans le noir total. Après 11 jours de ce traitement, il a accepté un accord de plaidoyer sans en comprendre la nature. Pour avoir tiré sur le mur, il a été condamné pour tentative de meurtre. Plus tard, il a été envoyé à la prison d'État de Floride, alors réputée ingouvernable et marquée par la violence et les meurtres fréquents. Aucun détenu aux États-Unis ne voulait jamais finir là-bas. Elle enfermait ceux qu'on appelait les pires des pires. Mais en matière de prison, c'était la pire des pires. Mark était encore parfois indiscipliné. Il ne comprenait toujours pas vraiment le système carcéral ni le code de la prison, et il a été violemment battu à de nombreuses reprises, aussi bien par les gardiens que par les autres détenus. Alors il a commencé à fabriquer des armes artisanales. Lorsqu'elles étaient découvertes, il retournait au cachot. Son isolement cellulaire était souvent une vie d'isolement total. L'ordre donné par les autorités pénitentiaires était « pas de vêtements pour le prisonnier, pas de matelas, ni de draps ». Toute conversation avec qui que ce soit était interdite, y compris avec les détenus de confiance. Il n'avait ni article de toilette, mouchoir, dentifrice ou savon. Parfois, il coupait l'eau de sa cellule, l'empêchant de tirer la chasse. Il mangeait avec les mains, dans l'obscurité totale. La torture et l'humiliation ont été comparées à ce qui s'est passé à Guantanamo. Il devait vivre nu, dans le silence et l'obscurité, tel un animal piégé. Et si ce n'est pas une peine cruelle et inhabituelle, qu'est-ce donc ? Sa sanction était digne du Moyen-Âge, une véritable forme de torture moderne. La prison l'a inscrit sur une liste de sécurité renforcée. Donc même lorsqu'il n'était pas dans l'obscurité totale, il n'était toujours pas autorisé à sortir de sa cellule. Dans ses propres mots, il a dit qu'on peut passer 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans sans jamais voir la cour. Au total, il a demandé pendant 10 ans à voir le soleil, et elles ont toutes été refusées. Mais il apercevait quand même les gardiens, et ce qu'il faisait, c'était étudier leurs clés. Après examen, il a mémorisé les entailles des clés, et fabriqué ses propres clés en papier. Plus tard, il déclara avoir fabriqué des clés pour toutes les serrures d'Amérique. A-t-il pu les utiliser ? Mark a tenté de s'évader 13 fois au total, et il a réussi 7 fois. Une fois, il a escaladé la clôture et s'est cassé les 2 pieds. Il a réussi d'une manière ou d'une autre à démarrer un camion sans clé, à forcer un barrage de police. Puis après une course-poursuite à grande vitesse, il a fini par conduire le camion dans le salon de quelqu'un. Ils étaient très bouleversés, a-t-il dit des habitants de la maison où il est entré en voiture. Il avait des centaines de rapports disciplinaires, mais n'a jamais blessé personne. C'était souvent pour des infractions mineures, ou parce qu'on le surprenait avec des armes qu'il gardait pour se protéger dans les lieux ultra-violents où il était détenu. Son histoire est publique, et la plupart pensent que c'est un homme souffrant de troubles mentaux, brisé par le système carcéral après avoir été violemment battu et victime d'abus sexuels de la part d'un gang de détenus dès sa première année. Libéré sur parole. Le 5 février 2019, il devait passer 1 an dans un centre de santé mentale et de traitement de la toxicomanie. En prison, il a développé des dépendances à divers médicaments. En quelques jours, il a montré des signes de manie bipolaire, ses reins ont faibli et il a été testé positif à la méthamphétamine. Mark a ensuite été renvoyé en prison. Et, d'après ce que nous pouvons constater aujourd'hui, il attend de savoir dans quelle prison il sera envoyé. Cela fait maintenant 40 ans qu'il est parti avec les outils de son père décédé. Il a passé 27 de ses années en isolement cellulaire, soit sans voir le soleil, soit dans l'obscurité totale. L'île d'Alcatraz, où se trouvait la célèbre prison, est située à environ 2 km au large de la baie de San Francisco. Elle a d'abord accueilli un phare, est devenue une base militaire, puis une prison militaire au XIXe siècle, avant de devenir en 1934 l'un des établissements pénitentiaires les plus célèbres d'Amérique, qui a fonctionné jusqu'en 1963. Cette petite île, qui ne mesure que 510 mètres sur 180 mètres, abrite encore aujourd'hui une prison, mais uniquement sous la forme d'un musée austère. Surnommée Le Rocher, elle a hébergé des criminels très dangereux des États-Unis. On disait que personne ne pouvait s'évader de cette île, mais l'histoire rapporte que 2 hommes ont peut-être réussi à s'en échapper ou sont morts noyés. Beaucoup d'autres ont échoué. Lorsqu'on évoque la mafia italienne, Al Capone est sans doute le nom dont la plupart des gens se souviennent.
Vous l'avez peut-être vu représenté dans de nombreux films et séries télévisées. Et si c'est le cas, vous savez qu'il semblait avoir un côté très lumineux et un côté très sombre. Il volait les riches et donnait parfois aux pauvres. Il a aussi tué et fait tuer de nombreuses personnes. Il avait parfois un tempérament explosif et fut responsable du massacre de la Saint-Valentin, ce qui le rendit encore plus détesté. Il a été emprisonné pour la première fois en 1929 pour port d'armes mortelles, mais la peine a été courte. Mais en 1931, il a été inculpé pour fraude fiscale et violation de la prohibition, et après un séjour en prison, il a fini à Alcatraz. Il a été libéré en 1939, mais dans les années qui ont suivi, il a souffert de nombreux problèmes de santé à cause de complications liées à la syphilis. Il a perdu la raison et est mort en 1947. James Whitey Bulger. D'un gangster italo-américain à un irlando-américain. Et quelqu'un qui, encore une fois, a été représenté dans des films et séries, sans surprise. On disait aussi de lui qu'il avait un tempérament très colérique et parfois une soif de sang. Il régnait d'une main de fer, mais était aussi un informateur du FBI. Pour cela, il a probablement été battu à mort en prison en 2018 alors qu'il était vieux. Était-il dangereux ? Oui, très. Et bien qu'il n'ait été inculpé que de 11 meurtres, certains disent qu'il a tué et fait tuer des dizaines de personnes. Il a été emprisonné à Alcatraz de nombreuses années avant sa chute en 1959. Il avait purgé une peine dans une prison d'Atlanta avant cela. C'était pour des braquages de banque à l'ancienne, et il a écopé de 20 ans. Cette peine a été réduite lorsqu'on a découvert qu'il avait participé aux essais pas très éthiques du LSD dans le cadre du projet MK Ultra. On disait qu'il lisait des classiques et restait discret, mais l'idée de s'évader ne le quittait jamais. Il était ami avec ceux qui se sont peut-être évadés et a toujours cru à leur réussite. Il a écrit que le matin de l'évasion fut l'un des plus heureux moments de sa vie. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Un mois après leur évasion, il a quitté l'île, a purgé 3 années supplémentaires dans une autre prison et a été libéré en 1965. Il est devenu un criminel bien plus prolifique et vicieux. Dans les années 90, l'une des plus grandes chasses à l'homme a été lancée contre lui. Il a échappé à la police pendant 16 ans. Savez-vous ce qui lui est arrivé sur ses vieux jours en prison ? Robert Stroud. Vous connaissez peut-être mieux cet homme sous le nom de l'homme aux oiseaux d'Alcatraz. Considéré par les autorités américaines comme l'un des hommes les plus dangereux des États-Unis, il était pourtant moins sanguinaire que les 2 premiers cités. Cependant, c'était un criminel endurci, et il a été diagnostiqué comme psychopathe. Il a également agressé d'autres détenus pendant son incarcération, ainsi que le personnel pénitentiaire. Et une fois, il a poignardé un gardien de prison en plein cœur avec un couteau artisanal. Le gardien est mort, et les autorités en ont eu assez de ce prisonnier violent. En 1942, il a été transféré à Alcatraz, et il passerait au moins 6 ans de sa peine à l'isolement. Il est décédé dans un centre médical pendant sa peine. Surnommé l'homme aux oiseaux pour avoir élevé des oiseaux en prison, mérite-t-il d'être sur cette liste ? Oui, bien sûr, rien que pour le nombre de personnes qu'il a blessées en prison. Machine Gun Kelly. Non, ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné à la naissance. George Kelly, ainsi nommé, devint à l'âge adulte l'un des hommes les plus redoutés d'Amérique. Vous pouvez probablement deviner, d'après son surnom, qu'il avait un faible pour l'utilisation de la mitraillette, et que le FBI l'a un jour qualifié d'expert en mitrailleuse. Son arme favorite était la mitraillette Thompson, celle avec un grand chargeur circulaire qu'on voit dans les vieux films de gangsters. À Alcatraz, on disait qu'il était un prisonnier modèle, malgré ce que le public pensait de lui. Il était le prisonnier numéro 117 et a passé 17 ans sur le rocher. Il a été transféré d'Alcatraz en 1951, mais il est mort d'une crise cardiaque en 1954, alors qu'il était encore en prison. Il a commis de nombreux vols au cours de sa carrière, ainsi que des enlèvements, et il a eu de nombreux affrontements avec les autorités. Il n'a jamais été officiellement accusé de meurtre, bien qu'on pense qu'il en ait commis. Le FBI le pensait aussi. Morton Silva. Cet ancien ingénieur n'était en aucun cas un tueur sans cœur. Cependant, il a été accusé par le directeur du FBI J. Edgar Hoover d'avoir commis le crime du siècle. Qu'a-t-il fait ? Eh bien, il était dit qu'il faisait partie d'un petit groupe qui espionnait les États-Unis et fournissait à l'Union soviétique des informations concernant la technologie nucléaire et d'autres avancées militaires aux États-Unis. Beaucoup disaient qu'il était innocent, mais il a tout de même été condamné à 30 ans de prison en 1951 pour espionnage. Il a purgé près de 18 ans au total. Il est resté à Alcatraz jusqu'à sa fermeture en 1963, et on disait de lui qu'il était un prisonnier modèle.
Dans son livre de 1974, Undoing Time, il a maintenu son innocence, affirmant que son crime avait été inventé à des fins politiques. À Alcatraz, il avait une chambre avec vue sur le Golden Gate Bridge et passait le plus clair de son temps à lire. Certaines sources disent qu'il s'entendait bien avec les autres détenus, étant doux et considéré comme ennemi de l'État. A-t-il vraiment fourni aux soviétiques des informations qui auraient pu être extrêmement dangereuses pour les États-Unis ? C'est à vous d'enquêter. Alvin, Creepy, Karpis, ce gangster de l'époque de la Grande Dépression américaine, a reçu son surnom, non pas à cause de ses actes, mais parce que ses amis et associés pensaient qu'il avait un sourire très sinistre. Il fut l'un des 4 ennemis publics numéro 1 aux États-Unis dans les années 1930 en dirigeant le gang Barker-Karpis. Fait intéressant, il fut le seul survivant des ennemis publics numéro 1, tous les autres ayant été tués avant leur emprisonnement. Pouvez-vous deviner qui étaient les 3 autres ? Il s'agissait de John Dillinger, Pretty Boy Floyd et Babyface Nelson. Karpis a également été le détenu ayant passé le plus de temps à Alcatraz, y purgeant un total de 26 ans. Ses crimes étaient nombreux et comprenaient le vol, l'enlèvement, le cambriolage et le meurtre. On dit aussi qu'il était incroyablement intelligent. Il a aidé Charles Manson à apprendre la guitare pendant qu'il purgeait sa peine dans une autre prison, décrivant un jour Manson comme un homme à la voix agréable et à la personnalité plaisante, bien qu'il soit exceptionnellement doux et calme pour un détenu. Il n'a jamais un mot dur à dire et n'est jamais impliqué, même dans une dispute. Après sa libération, il a écrit un livre. On dit qu'il se serait suicidé en rédigeant un autre ouvrage en Espagne, mais d'autres pensent qu'il s'agirait plutôt d'une overdose accidentelle. Henry Young. C'est un autre cas d'un homme dangereux non seulement pour ce qu'il a fait à l'extérieur, mais aussi pour ce qu'il a fait pendant qu'il purgeait sa peine. Monsieur Young, braqueur de banque condamné, aurait pris des otages et ne les aurait pas toujours bien traités. Il a séjourné dans plusieurs prisons avant d'être envoyé à Alcatraz dans les années 1930. En 1939, lui et 4 autres ont tenté de s'évader, ce qui s'est terminé par la reddition de 2 des hommes, la fuite de 2 autres, un abattu et tué. Et Young s'est également rendu. On dit que pendant son séjour à Alcatraz, il a été traité très durement, passant de nombreuses années dans une petite cellule, tout seul. Après un passage à l'isolement, il a assassiné l'un des hommes avec qui il avait tenté de s'évader. Sa défense a affirmé que la brutalité subie avait partiellement causé le meurtre. Il a décrit ce qu'était l'isolement, disant que vous n'avez pas de chaussures, pas de lit, pas de matelas, rien d'autre que les 4 murs humides et 2 couvertures. Les murs sont peints en noir. Chaque jour, je recevais 3 ou parfois 4 tranches de pain. Il disait aussi qu'il était impossible de prendre un bain. Il a finalement été libéré d'une autre prison en 1972. Il a violé sa liberté conditionnelle, et on ne l'a jamais revu. John et Clarence Anglin. D'accord, ces 2-là n'étaient peut-être pas si dangereux, mais on ne peut pas finir l'émission sans parler d'eux. Pourquoi ? Parce que ce sont les gars qui auraient soi-disant réussi à s'évader d'Alcatraz. Les frères ont fait cela avec un 3e homme, Frank Morris. La préparation de l'évasion fut longue. Les hommes mirent des mois à fabriquer des outils pour s'échapper par les conduits et quitter la prison. Cela a demandé beaucoup d'efforts, les hommes cachant habilement ces outils et sachant aussi masquer le bruit pendant leur fabrication. Ils ont volé des cheveux humains au salon de coiffure pour que les mannequins dans leur lit paraissent être réels. Ils ont façonné des têtes en savon volé pour imiter un visage. Mais ils devaient traverser l'eau, et ont donc construit un radeau gonflable en partie fait d'imperméables volés. Tous étaient des criminels endurcis avant leur incarcération, Morris ayant été emprisonné pour de nombreux crimes, principalement liés au vol. On dit aussi qu'il avait un QI très élevé pour un prisonnier, à 133. Les frères étaient tous 2 des braqueurs de banque, mais selon les rapports, ils commettirent leur vol lorsque personne n'était présent, car ils ne voulaient jamais blesser qui que ce soit. Ils affirmèrent n'utiliser qu'un pistolet joué en présence de témoins. Pourtant, ils ont réussi à braquer plusieurs grandes banques. Comme ils étaient en quelque sorte des criminels plutôt sympathiques, une grande partie du public, en apprenant leur évasion, est contente qu'ils s'en soient sortis. Les autorités aiment penser que tous les hommes sont morts, mais beaucoup croient qu'ils ont échappé au système et trouvé la liberté. Quoi que vous en pensiez, leur histoire est entrée dans l'histoire. Allez maintenant découvrir pourquoi toutes les personnes liées à JFK ont soudainement été mystérieusement tuées. Ou regardez plutôt ceci.